en face le pire, jusqu'à ce qu'il fasse rire. Je me dis quelquefois, Clove, il faut que tu arrives à souffrir mieux que ça, si tu veux qu'on se lasse de te punir un jour. Je me dis quelquefois, Clove, il faut que tu sois là mieux que ça, si tu veux qu'on te laisse partir un jour. Et je me sens trop vieux et trop loin pour pouvoir former de nouvelles habitudes. Bon, ça ne finira donc jamais. Je ne partirai donc jamais. Puis, un jour, soudain, ça finit. Ça change. Je ne comprends pas. Ça meurt ou c'est moi. Je ne comprends pas ça non plus. Je le demande aux mots qui restent. Sommeil, réveil, soir, matin. Ils ne savent rien dire. J'ouvre la porte du cabanon et m'en vais. Je suis si voûté que je ne vois que mes pieds si j'ouvre les yeux et entre mes jambes un peu de poussière noirâtre. Je me dis que la terre s'est éteinte, quoique je ne l'ai jamais vue allumer. Ça va tout seul. Quand je tomberai, je pleurerai de bonheur. L'image. La langue se charge de boue. Un seul remède alors, la rentrer et la tourner dans la bouche. La boue, l'avaler ou la rejeter. Question de savoir si elle est nourrissante et perspective. Sans y être obligé par le fait de boire, souvent j'en prends une bouchée. C'est une de mes ressources. La garde un bon moment. Question de savoir si avaler, elle me nourrirait, et perspective qui s'ouvre. Ce ne sont pas de mauvais moments. Me dépenser, tout est là. La langue ressort, rose dans la boue. Que font les mains pendant ce temps? Il faut toujours voir ce que font les mains. Eh bien, la gauche, nous l'avons vu, tient toujours le sac, et la droite, eh bien, la droite, au bout d'un moment, je la vois là-bas, au bout de son bras, allongée au maximum dans l'axe de la clavicule, si ça peut se dire, ou plutôt se faire, qui s'ouvre et se referme dans la boue, s'ouvre et se referme. C'est une autre de mes ressources. J'ai comme ça des petits trucs qui sont d'un bon secours. Même rasant les murs sous le ciel changeant, je devais être malin déjà. Elle ne doit pas être bien loin, 1 mètre à peine, et je la sens loin. Un jour, elle s'en ira toute seule,
sur ses 4 doigts en comptant le pouce, car il en manque un, pas le pouce, et me quittera. Je la vois qui jette ses 4 doigts en avant comme des grappins, les bouts s'enfoncent, tirent, et ainsi elle s'éloigne par petits rétablissements horizontaux. C'est ce que j'aime, m'en aller comme ça, par petits bouts. Et les jambes, que font les jambes? Ah, les jambes. Et les yeux, que font les yeux? Fermés, assurément. Eh bien non, puisque soudain, là, sous la boue, je me vois. Je dis me comme je dis je, comme je dirais il, parce que ça m'amuse. Je me donne dans les 16 ans, et il fait pour comble de bonheur un temps délicieux. Ciel bleu d'œuf et chevauché de petits nuages. Je me tourne le dos et la fille aussi que je tiens par la main. Le cul que j'ai. À en juger par les fleurs qui émaillent l'herbe émeraude, nous sommes au mois d'avril ou de mai. J'ignore et avec quelle joie d'où je tiens ces histoires de fleurs et de saisons, je les tiens, un point c'est tout. À en juger par certains accessoires, dont une barrière blanche et une tribune d'un rouge exquis, nous sommes sur un champ de course. Tête rejetée en arrière, nous regardons, j'imagine, droit devant nous. Immobilité de statue, à part les bras aux mains entrelacées qui se balancent. Dans ma main libre, ou gauche, un objet indéfinissable, et par conséquent, dans sa droite, à elle, l'extrémité d'une courte laisse conduisant à un chien terrier, couleur de cendre, de bonne taille, assis de guingois, tête basse. Immobilité de ses mains-ci et des bras correspondants. Question de savoir pourquoi une laisse dans cette immensité de verdure et naissance peu à peu de taches grises et blanches auxquelles je ne tarde pas à donner le nom d'agneaux au milieu de leur mère. J'ignore d'où je tiens ces histoires d'animaux, je les tiens, un point c'est tout. Dans un bon jour, je sais nommer 4 ou 5 chiens de races totalement différentes. Je les vois. N'essayons pas de comprendre surtout. Au fond du paysage, à une distance de 4 ou 5 miles à vue nez, la masse bleutée d'une longue montagne de faible élévation, nos têtes en dépassent le fait. Comme mus d'un seul et même ressort, ou si l'on veut de 2 synchronisés, nous nous lâchons la main et faisons demi-tour, moi dextrorsum, elle sénestro. Elle transfère la laisse à sa main gauche, et moi, au même instant, à ma droite, l'objet maintenant un petit paquet blanchâtre en forme de brique,
des sandwichs peut-être bien, histoire sans doute de pouvoir mêler nos mains de nouveau, ce que nous faisons. Les mains se balancent. Le chien n'a pas bougé. J'ai l'absurde impression que nous me regardons. Je rentre la langue, ferme la bouche et souris. Vue de face, la fille est moins vilaine. Ce n'est pas elle qui m'intéresse. Moi, pâle cheveux en brosse, grosse face rouge avec boutons, ventre débordant, braguette béante, jambes cagneuses en fuseau, écartées pour plus d'assises, fléchissant aux genoux, pieds ouverts 135 degrés minimum, demi-sourire béat à l'horizon postérieur, figure de la vie qui se lève, tweed vert, bottines jaunes, coucou ou similaire à la boutonnière. Nouveau demi-tour vers l'intérieur, soit de nature à nous amener fugitivement, pas fesses, mais face à face. Au bout de 90 degrés, transfert, rattachement des mains, balancement des bras, immobilité du chien. Ce fessier que j'ai. 3, 2, 1, gauche, droite, nous voilà partis, nez au vent, bras se balançant, le chien suit, tête basse, queue sur les couilles. Rien à voir avec nous, il a eu la même idée au même instant. Du mal branche en moins rose, les lettres que j'avais alors. S'il pisse, il le fera sans s'arrêter. J'ai envie de crier « Plaque là et cours t'ouvrir les veines !» 3 heures de pas cadencé et nous voilà au sommet. Le chien s'assied de guingois dans la bruyère, baisse son nez sur sa bite noire et rose. Pas la force de la lécher. Nous, au contraire, demi-tour vers l'intérieur, transfert, rattachement des mains, balancement des bras, dégustation en silence de la mer et des îles, tête qui pivote comme une seule vers les fumées de la cité, repérage en silence des monuments, têtes qui reviennent, on dirait reliées par un essieu, bref brouillard, et nous revoilà qui mangeons les sandwichs à bouchées alternées, chacun le sien, en échangeant des mots doux. Ma chérie, je mords, elle avale. Mon chéri, elle mord, j'avale. Nous ne roucoulons pas encore la bouche pleine. Mon amour, je mords, elle avale. Mon trésor, elle mord, j'avale. Bref, brouillard. Et nous revoilà qui nous en allons de nouveau à travers champs, la main dans la main, les bras se balançant, la tête haute vers les sommets de plus en plus petits. Je ne vois plus le chien, je ne nous vois plus. La scène est débarrassée. Quelques bêtes
et des moutons qu'on dirait du granit qui affleure. Un cheval que je n'avais pas vu, debout immobile, échine courbée, tête basse. Les bêtes savent. Bleu et blanc du ciel, matin d'avril, sous la boue, c'est fini, c'est fait, ça s'éteint. La scène reste vide, quelques bêtes, puis s'éteint. Plus de bleu. Je reste là, là-bas, à droite dans la boue, la main s'ouvre et se referme. Ça aide qu'elle s'en aille. Je me rends compte que je souris encore. Ça n'est plus la peine. Depuis longtemps, ça n'est plus la peine. La langue ressort, va dans la boue. Je reste comme ça, plus soif, la langue rentre, la bouche se referme. Elle doit faire une ligne droite à présent. C'est fait. J'ai fait l'image. Merci beaucoup, Denis Lavant. Je crois qu'on peut dire qu'à sonder l'écriture de Beckett, comme vous le faites, à éclairer sa langue, à creuser le langage et les impasses du langage, vous rencontrez le travail des auteurs que nous avons invités aujourd'hui, à qui je vais proposer de venir s'installer. Marie Gésic, Dominique Marin, Llewellyn Brown et Bruno Geneste. Les éditions nouvelles du Champ Laganien sont ravies, je crois, de vous recevoir aujourd'hui pour prendre le temps de parler de chacun de vos ouvrages. Nous vous avons demandé l'exercice de présenter chacun de votre tour votre ouvrage en quelques minutes. Et après ces présentations, on vous retrouvera Denis Lavant pour un second temps de lecture. Marie Gésic, je vous ai proposé de commencer. Alors, votre livre est paru l'année dernière, en 2021. Il s'intitule « Le métier d'être homme » et a pour sous-titre « Samuel Beckett, l'invention de soi-même ». Voilà. Si je fais ça, on m'entend, oui. Bonjour et vraiment un grand merci de m'avoir invité. J'en suis tout à fait sensible. Alors, pour présenter en effet ce livre en 10 minutes, c'est facile. Donc, le métier d'être homme, Samuel Beckett, l'invention de soi-même. Peut-être situer déjà la façon dont moi je me positionne. Une question fondamentale pour moi, c'est celle de l'articulation de l'auteur à son écriture. J'ai fait des études de lettres pour commencer et j'ai jamais trouvé de réponse jusqu'à ce que je rencontre le séminaire 3 de Lacan, et où là, tout à coup, bien sûr, cette articulation avec la métaphore paternelle, qui trouve là une expression écrite et rhétorique, a été pour moi tout à fait une rencontre déterminante.
c'est ainsi d'ailleurs que j'ai abordé ce livre, puisque j'ai été sensible à un propos de Samuel Beckett à Charles Juliette, lui disant on n'écrit pas pour publier, on fait ça pour respirer. Et donc je l'ai pris au sérieux et je me suis demandé quelles opérations d'écriture, si j'étais en mesure de les localiser, eh bien, il pouvait avoir produite pour avoir effet d'opération de structure et trouver de l'air. La première question a été clinique. J'ai commencé à partir de compagnie et je me suis demandé, dans le désastre de sa naissance et du début de sa vie, enfin, et la correspondance là-dessus le rend sensible, sur quoi il avait pris appui pour produire un mouvement. Et la correspondance a été intéressante pour moi parce que j'étais surprise de le voir et parler assez volontiers du nombre de symptômes inouïs qui l'accablaient. Il en parle sans problème, sans difficulté, d'une lettre à l'autre, comme cela, et j'étais surprise de la part de Beckett, et je me suis demandé si justement la douleur, en fait, n'était pas le point d'appui qu'il avait trouvé, c'est-à-dire arracher en quelque sorte sa douleur à l'autre, c'était déjà en quelque sorte l'entamer. Et donc, au moins, savoir que l'autre était entamable. La deuxième temps, c'est comment est-il parvenu à franchir ce cap, en quelque sorte. Là, j'articulerai les choses autour de la question de la chute. Beckett a fait, la première chute, c'était celle de sa naissance dans la vie. La seconde, il a été retrouvé nouveau-né en bas d'un escalier d'une façon assez mystérieuse, on n'en a jamais reparlé. Il y a les chutes, bien sûr, du Mélèze qui dit de 20 mètres, et je suis allée à Foxrock pour me rendre compte de ce que c'était qu'un Mélèze de 20 mètres, voilà. Et jusqu'à ce temps où Beckett, enfant, est au-dessus de la mer, où il voit son père en contrebas, la face rubiconde comme ça flotter, et où l'instant peut être fatal. Jusqu'à présent, toutes les chutes s'adressaient en quelque sorte à la mer. Là, c'est son père qui lui dit de chuter. Et il y a un moment de bascule, enfin possible. Et à cet instant, le père lui dit « Saute, le monde te regarde ». Et je saisis donc cette métaphore en pensant que cette ouverture au monde qui tout à coup le voyait enfin, puisqu'il semblait avoir, même s'il avait une attache à son père, enfin c'est une enfance quand même assez problématique, ce saute, le monde te regarde, lui a permis peut-être de convertir cette chute en saut. Et donc d'intégrer son corps en quelque sorte, enfin, en tous les cas de ne pas décompenser, ou il se passe quelque chose. J'en vois la confirmation justement dans le déclenchement de l'écriture, puisque c'est dans une même configuration, au-dessus de l'eau, dans la tempête, il réalise que son pire est son meilleur, et c'est là alors qu'il va se mettre à écrire. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la chute, ce temps-là va rester justement une sorte d'inscription, de trait d'inscription dans son écriture, dans Pas, qui est justement la chute des pas en anglais, Footfalls. Il dit justement que le mouvement ne suffit pas, il faut la chute. Et je pense qu'il y a cette coupure comme cela dans son écriture qui fait chute et que l'on peut retrouver. On peut en parler. Voilà, donc à partir de là, je passerai à la seconde grande partie, c'est comment s'est-il alors détaché de sa passion des voix, c'est lui qui l'appelle ainsi, la passion des voix, et je pense qu'il va découper les voix à la lettre, ce qui produira son dire, et que c'est cela qui fait invention de soi-même, soi-disant, dit-il.
Et en effet, il passe du pire au dire, au rire. Enfin, c'est véritablement toujours une variation d'une lettre. Alors, oui, à partir de là, ma question a été de me demander s'il m'était possible de localiser son dire, en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait recueillir comme étant... bon, voilà, la formulation de Beckett. Compte tenu de son œuvre, c'était forcément un verbe, en acte. Sans pronom, dire je, comme on l'a entendu là, je, non. De quoi peut-on se dire je? Donc un infinitif, dire je, comme il le dit d'ailleurs, dérisoire. Plutôt, la première chose me semble un gérondif, avec le théâtre en attendant Godot. Et puis, bon, cette formulation un peu passive, convenant pas tout à fait à Beckett, dans Les Peupleurs, j'ai lu dans ce premier incipit comme cela, et chacun s'en va cherchant son dépeupleur. Le participe présent. Ça, c'est un temps, en plus de cela, bellement nommé pour Beckett, qui sait en effet faire création de son présent. Et donc, oui, le participe présent, mais soubresaut répond et permet de répondre encore mieux, puisque il termine, c'est une dernière œuvre, n'importe comment, n'importe où, temps et peine et soi-disant, oh, tout finir. Alors ce soi-disant, eh bien, me semble, je la proposerai comme étant sa trouvaille, qui fait trou, où la voix trouve justement son écho et que découpe son dire par la chute des lettres. Ce qui est intéressant, c'est que justement, je crois véritablement que le statut de l'œuvre pour Beckett est secondaire par rapport à cette respiration de vie qu'il a su toujours s'ouvrir. C'est ce que j'appelle l'écrit-dire. Et le dernier point sur lequel je vais conclure, c'est que je me suis demandé pourquoi lit-on Beckett? Parce que dans le fond, c'est quand même assez rebelle, assez éprouvant parfois. Et même si l'humour ne manque pas. Et je crois qu'en effet, c'est la question du réel, la question de la chute, justement de la chute en saut, c'est le passage d'un réel subjectif qui l'écrasait à un réel objectif, quoi, dont il s'est servi et qui lui a fait trouer de vie, quoi. Et cela m'a fait réaliser qu'il n'est de transfert que du réel, sans doute, mais surtout, j'ai réalisé in situ qu'il n'est de réel que du transfert. Et lorsque j'ai lu et reçu la préface de Christian Firins avec ce titre « Au lecteur soi-disant », je me suis dit que j'avais été bien lu. Voilà. Merci Marie Gésic. Cher Dominique Marin, à vous. 10 minutes, c'est ça. 10 minutes. Il faut savoir que Marie Gésic n'a pas apporté son livre. Ça fonctionne? Non. Il faut savoir que Marie Gésic va aller le chercher juste entre les deux. Elle nous a pas amené son livre, mais je l'ai lu. Donc pour parler de mon livre, comment vous le présentez aujourd'hui? Il est sorti en mars 21, pendant le Covid. Donc du coup, après avoir tenté de le résumer en 10 minutes plusieurs fois, je me suis dit que j'allais partir du courrier des lecteurs, puisque j'ai reçu quelques témoignages qui m'ont beaucoup surpris, à savoir des collègues, des amis qui m'ont dit avoir été touchés par ce livre. Et ça m'a drôlement étonné, parce que c'est un ouvrage de psychanalyse. J'ai écrit quelques dizaines d'articles de psychanalyse, et de ce livre-là, on me dit qu'il peut susciter l'émotion. Ça m'a surpris, et j'ai pas pu le référer à mon écriture. Donc je suppose que c'est simplement parce que c'est un ouvrage de psychanalyse,
c'est l'effet Beckett, ce que je vais appeler aujourd'hui le phénomène Beckett. En même temps, ce livre ne parle pas que de Beckett. Loin de là, il est à lire dans le cadre d'une réflexion que je mène depuis longtemps sur les liens entre psychanalyse et littérature. Depuis que j'ai découvert la psychanalyse, c'est une question qui me taraude. Vous savez bien que d'emblée, Freud associe sa découverte avant la fin de l'écriture de l'interprétation des rêves. En 1897, si je ne me trompe pas, il associe sa découverte à deux grands noms qui sont Sophocle et Hamlet. Et Lacan va le suivre, va suivre cette voie, mais jusqu'à un certain point. Et ce point porte un nom de l'écrivain irlandais James Joyce. Grâce à sa lecture de Joyce, 50 ans après que Beckett se soit intéressé à Joyce, Lacan fait une découverte très importante quant à la structure, un élément essentiel de la structure, à savoir l'artifice. Pour Freud, l'artifice qui donne son assise à la subjectivité, explique Lacan, c'est le complexe d'Édipe. Pour Freud, donc, la réalité psychique trouve son cadre dans le complexe d'Édipe. Il revient régulièrement, c'est avec une sorte de régularité qui peut nous paraître aujourd'hui un peu assommante. Et grâce à sa lecture de Joyce, Lacan amène quelque chose de nouveau. Il considère que c'est le symptôme qui donne son assise à la subjectivité désormais. L'artifice de Joyce, ce que Lacan nomme son art dire, c'est ce qui lui permet de tenir debout. Avec Freud, la littérature servait à prouver et à explorer les formations de l'inconscient. Avec Lacan, elle permet de mesurer comment un sujet et par quel artifice, un auteur s'il s'agit d'un écrivain, comment un sujet parvient à tenir dans l'existence. Bruno Geneste le montre dans son livre en avançant plusieurs hypothèses. Notamment, je pars de la première, en considérant que par son écriture, Beckett aurait réussi à déjouer et à tenir à l'écart une certaine pente mélancolique. Mais ça ne reste pas là, puisque la suite de l'ouvrage est à... Vous allez le découvrir, puisque il est en vente qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ça, je crois. Ouais. Donc c'est magnifique. Vous allez le découvrir. J'en reste là. À certains égards, le livre de Marie Jessic, s'il rejette toute hypothèse mélancolique, évoque aussi, elle nous l'a expliqué à l'instant, cette notion d'un artifice, si j'ai bien compris, lié à la métaphore, qui lui a permis cette invention de soi dont parle si bien votre livre, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le livre d'Avery Brown est un abord tout autre, puisqu'il relève de la critique littéraire qu'on peut qualifier aujourd'hui, et grâce à lui, critique littéraire lacanienne. Je n'en parlerai pas, sinon juste pour dire que dans mon livre, je signale que je me suis servi de la méthode qu'il emploie dans l'ouvrage dont il va parler tout à l'heure pour écrire un petit chapitre qui s'intitule « La voix déchée ». Donc je m'en suis servi. Mais ma démarche s'est déroulée dans un autre registre. Je n'ai pas cherché à mesurer quelle pouvait être la fonction de l'écrit pour l'auteur, pour son auteur, en quoi elle pouvait l'aider à tenir dans l'existence. J'ai pris le parti de considérer son œuvre pour une œuvre littéraire, une œuvre à part entière, puisqu'elle n'est pas simplement littéraire, ouvrant sur une voie de recherche. Donc je ne me suis pas tant intéressé à ce qui pouvait pousser Beckett, mais plutôt à ce qu'il semblait viser devant lui. Pas ce qu'il poussait derrière, mais ce qu'il semble viser. Et je me suis donc arrêté sur certaines œuvres. Par exemple, Proust, écrit alors qu'il a 24 ans, à la fin de ses études, qui pose les jalons déjà des éléments d'un art poétique que la suite ne va pas cesser de développer. Je me suis également arrêté à La Dernière Bande, une pièce de théâtre écrite bien après que Lacan ait en partie seulement, épuisé la forme du roman. Il y en a déjà écrit 5 au moins. Cette pièce, j'ai eu le bonheur de l'avoir vue interprétée par M. Denis Lavant il y a 3 ans, cet été à Avignon.
Fin de partie. Fin de partie, c'est une pièce sur laquelle je me suis également arrêté. Il paraît que c'est la pièce que préférait Beckett, et je crois que c'est aussi la pièce que Denis Lavant préfère dans le théâtre de Beckett. Parce qu'elle me semble emblématique de ce qu'il en est des rapports de sujet à sujet. Je ne développe pas, il suffit de se pencher sur mon petit essai. Je me suis enfin arrêté un peu longuement sur Souffle, une sorte de mini-spectacle de 34 secondes. Je m'y suis arrêté grâce aux commentaires, très heureux commentaires d'un écrivain contemporain, Marc Blanchet. Parce que cette pièce est pour moi, et grâce aux commentaires éclairants de Marc Blanchet, emblématique de la démarche, de la recherche qui se développe au travers de l'œuvre de Samuel Beckett. Une recherche sur le langage. Et c'est là que résonne l'effet Beckett, ou le phénomène Beckett, avec Lacan. Avec Lacan qui, justement, un jour qu'il est amené à expliquer devant des personnes qui ne connaissent pas bien son enseignement, en quoi consiste son enseignement, il leur explique que son enseignement, c'est le langage. Et il ajoute, et rien d'autre de plus. Et rien de plus, ou absolument rien de plus. C'est assez étonnant. Il faut savoir que Lacan n'a quasiment jamais parlé de Beckett, 4 fois peut-être. On peut gommer toutes les références de Lacan à Beckett, il ne se passera rien. Vous faites pareil avec Joyce, vous éliminez, vous gommez de l'enseignement les références de Lacan à Joyce, mais vous l'endommagez, l'enseignement, il est quasiment plus utilisable, je crois. En tout cas, pas pour moi. Donc, si Lacan a très peu parlé de Beckett, je dirais que la recherche de Beckett, ce qu'il vise au travers de multiples procédés, comme le roman, le récit, le théâtre, les pièces radiophoniques, les films et d'autres dispositifs scéniques, on parlerait de performance aujourd'hui, ce qu'il tente de cerner, de capter, c'est ce qui résiste à ces divers dispositifs langagiers. Ce qui résiste, ce qui reste, concerne le souffle du discours intérieur. En fait, c'est ça mon hypothèse. Je dirais là, aujourd'hui, qu'elle est entièrement là. L'artifice beckettien, qui donne son assise, non pas au sujet Beckett, non pas à l'auteur, mais à son œuvre, c'est le discours intérieur. Ce discours intérieur qui, en littérature, s'est répandu comme un nouveau procédé, une nouvelle technique, à partir des années 20, justement. Ce n'est pas un courant littéraire, c'est une technique. Mon travail sur Beckett m'a finalement amené à me pencher sur cette notion, le discours intérieur, que Lacan n'a que peu traité tout au long de son enseignement, même s'il en parle dans le séminaire 3, même s'il en parle plus longuement dans le séminaire 20 à propos de l'enfant, du discours du soliloque de l'enfant, pour souligner l'élément constituant qu'est le discours intérieur. Cette question continue à m'occuper, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il me semble que la fonction du discours intérieur peut permettre d'éclairer certains faits cliniques. Et d'autre part, il me semble que des auteurs méritent tout à fait notre attention, car ils font eux aussi partie de ce que j'ai qualifié du phénomène de l'effet Beckett. Si j'en avais le temps, je vous aurais bien lu une page écrite par M. Denis Lavant, pour la revue de Jean-Pierre Anne qui s'intitule Friction, une revue sur le théâtre. Je le ferai peut-être tout à l'heure quand il sera parti. Ce monsieur m'intimide. On s'est mis d'accord. J'attends qu'il parte parce que comme il est pressé, ce sera mieux. Mais vous verrez que cette recherche que mène Lacan sur le langage, on peut effectivement en recueillir d'autres éléments chez d'autres auteurs, chez d'autres artistes, notamment chez des comédiens. Je m'en tiens là. Merci Dominique. Nous allons passer la parole à Louise Braun. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un de vos écrits intitulé « Les fictions brèves, voir et dire ». Je vous remercie de m'avoir invité à cette rencontre.
Alors, il s'agit d'un livre, d'une réimpression, donc d'un livre qui date de 2008 et que j'ai donc retrouvé à cette occasion. Bon, je me sens à l'aise avec ce livre. La question voir et dire, d'une part, à partir de cette base, j'ai pu par la suite faire un livre sur le regard, un autre sur la voix chez Beckett, donc j'ai pu vérifier, poursuivre les pistes ouvertes par cette première élaboration. Alors, ce que je cherchais à faire, Dominique l'a très bien vu, je travaille du point de vue littéraire, donc je pars de la rencontre avec un texte, avec des mots, avec une construction qui fait énigme, qui me pose question à chaque phrase, et donc je cherche à savoir, à en tirer quelque chose qui une approche personnelle. Donc à cette époque-là, je partais la recherche d'un trait structurel unique dans une œuvre, et pour essayer de voir ce qui fait le nœud central en quelque sorte. Et ici, en l'occurrence, j'avais trouvé une sorte d'axiomatique ou quelque chose initial qui se formulait ainsi: d'un côté, d'un énoncé achevé dont la ponctuation finale vient confirmer le sens, on dit qu'on voit ce que le texte veut dire d'un énoncé. Alors, en revanche, une phrase qui ne parvient pas à l'achèvement, qui est pur dire, on dit qu'elle est obscure, on ne voit pas ce qu'elle veut dire. Donc, cela faisait une opposition binaire qui est marquée tout au long des œuvres de Beckett, c'est-à-dire il y a d'un côté la voix qui vient de l'obscurité, qui envahit le personnage, d'un autre côté l'achèvement de l'image, cela se voit assez clairement dans des pièces de théâtre par exemple, même si là j'ai traité les fictions. Une image fixe, lumineuse sur la scène, et puis les voix qui entourent le personnage, qui sont ses propres voix, mais qui viennent d'ailleurs. Or, ce qui m'a paru remarquable était que cette scission est très présente et structurante chez Beckett. Et alors que dans un autre texte, on peut relever le voir et le dire, mais les deux forment un entrelac, un chiasme qui fait que tout cela se tisse de façon vraisemblable. Donc, d'un côté, l'on trouve la voix. Donc j'étais parti en fait à partir de cette opposition, d'une structure ternaire, d'un côté le vide qui est associé à la voix, de l'autre côté l'énonciation, le jeu qui parle, mais qui est habité par ces voix, et de l'autre côté l'image, donc l'imaginaire, qui souvent revêt une forme stéréotypée, comme nous l'avons entendu dans la magnifique présentation tout à l'heure, cette image du couple figé, un peu très caricatural. Donc, le jeu, l'énonciation, c'est comme une singularité absolue, quelqu'un qui parle sans attribut, sans autre. Et c'est un jeu aussi qui se vit comme étant un faux semblant, qui n'a... parce qu'il est habité par un silence qui n'est pas entamé, qu'on ne peut pas entamer. Et donc la voix, je la situe du côté de ce vide, et c'est une voix qui pose un problème de sens, et c'est une voix qui est souvent sans arrêt, sans coupure, et on l'entend notamment dans le roman, si on peut dire, L'Innommable de Beckett, qui est cette voix, ce narrateur qui parle sans arrêt. Et
Et celui qui parle, cet énonciateur, est coupé du monde de ses semblables, parce que ces mondes, les semblables, évoluent dans l'univers réaliste, spéculaire, où chacun se retrouve entouré de ses semblables, des autres. Et donc cet énonciateur est coupé de ce registre-là. Et c'est une voie aussi où on cherche une fin enfin, qui ne vient pas, que la fin, le vœu d'une fin relève du signifié, on veut que tout s'éteigne, mais le dire poursuit et se poursuit, et la fin donc empêche cette fin d'advenir. De notre côté, l'image, ce sont souvent des vignettes un peu restreintes, des personnages, des vivants qui évoluent très loin de celui qui est par ailleurs dans les obscurités, dans les ténèbres, dans la boue, comme nous avons entendu tout à l'heure. Et là, en quelque sorte, ce sont des êtres qui ont des attributs. On voit cela dans des textes pour rien, par exemple, qui ont des attributs, mais qui n'ont pas d'énonciation, qui n'ont pas de subjectivité. Et donc, le locuteur, l'énonciateur est exclu de ce registre-là. Et enfin, il y a une part qu'il faut aborder qui dépasse ce registre, cette opposition binaire. Et c'est ce que j'appelle, après Beckett, l'objet pur. C'est quelque chose que Beckett poursuit comme un fil dans son texte, son essai de jeunesse sur Proust. Il l'appelle le réel idéal, c'est-à-dire non pas l'abstraction cérébrale, ni l'imagination pure, et ce n'est pas non plus la réalité prosaïque, phénoménale. C'est quelque chose qui est réduit à un os, à quelque chose de pur et qui prend la forme du crâne plus tard dans son œuvre. Et donc c'est une part qui est extraite du monde vraisemblable et qui touche au vide. Et là, c'est quelque chose qui est mis en évidence dans les derniers textes en prose très très denses de Beckett, que je traite dans le livre sur les ruines qui est sur le présentoir. Une mortification, l'assimilation par l'espace, le désert par exemple, le sable, tout s'écroule, et donc une mortification en même temps. Ce qui ne cesse de miner, de saper tout cela, c'est la parole, le dire, qui creuse encore, qui empêche toute stase finale. Donc j'arrête là. Merci. Bruno Jeunesse, à vous. Alors, votre livre, en effet, vient d'être publié. Il s'intitule Samuel Beckett, l'art du ne dire. Donc, c'est une première présentation à vous. Bonjour. Oui, c'est vraiment la toute première présentation. C'est nouveau comme exercice. Bon, donc les travaux qui composent ce livre ont vu le jour au cours des 10 dernières années, souvent rédigés au gré de circonstances toujours singulières, auxquelles Léoline souvent n'est pas étranger, puisqu'il m'a proposé souvent d'écrire, et donc j'ai pu reprendre mon travail régulièrement. Donc, s'ils ont été rédigés au gré de circonstances singulières, ils unifient une thèse sur la fonction du dire chez Beckett. Le dire constitue chez lui une opération de nouage telle que Lacan a pu en émettre la thèse dans le séminaire RSI. Alors avec Lacan, on a, comme l'a rappelé Dominique, on a le nœud-dip freudien, peau de banane pour l'analyste, et on a aussi l'art dire joycien, qui est pétri par l'ardeur de la jouissance logée dans la matérialité signifiante.
Lacan navigue là entre ces deux locutions pour situer les termes et le terme de l'opération analytique, la dégageant de l'imaginaire freudien et allant au-delà de la pulvérulence de la lettre joycienne. Alors je me suis quant à moi permis ce petit écart de langage, l'art du ne-dire, pour distinguer l'opération beckettienne de la joycienne. Je m'en explique à plusieurs reprises, en particulier sur la dévalorisation de la jouissance dont rend bien compte l'option beckettienne en regard de la joycienne. Et puis donc dans le titre, il y a l'art. Alors pourquoi, me direz-vous? Cela semble une petite affaiterie, une petite manière de ma part, mais ce n'est pas le cas. C'est avant tout pour faire sonner l'art du ne-dire, du ne pas dire, comme justesse d'un non-dire. C'est toute la valeur du silence typiquement beckettien, en tant qu'il a porté d'un dire. Alors avec Beckett, c'est en somme le pas dire qui construit patiemment le ne. Voilà, donc je me suis un peu servi de tout ce que j'ai pu un peu trouver chez Lacan autour de la question du dire. Et en particulier, on sait, sur le dire et le silence, on sait que Lacan a pu évoquer la question du juste non-dit dans son rapport au nom du Père. Et c'est d'ailleurs à ce titre que, qu'in fine, je propose qu'on ajoute, ou que Beckett fasse partie de ce que Lacan appelle la dialogie, pour ouvrir aux questions qu'il pose pour la fin d'analyse. Donc là, on ne prive d'ailleurs pas à Dante non plus de cette dialogie, mais ce serait à développer un peu ultérieurement. Voilà, donc avec Beckett, le non-dire a aussi la portée d'un dire qui fait nœud, et il devient un juste non-dit, un non-dit qui tombe juste. Je soutiens également que Beckett n'oublie pas le qu'on-dise dont Lacan fait cas dans l'étourdi, et je souligne également qu'il y a chez lui le dire comme acte, et qu'il y a aussi l'ensemble de l'œuvre à considérer comme le délignage d'un dire, ce que nous faisons tous finalement ici. Alors, je ne vais pas développer l'intégralité des thèses présentes dans l'ouvrage, mais juste présenter celle qui en constitue le cœur, et à partir de laquelle j'en viens à 3 chapitres, les 3 derniers, sur le rien, l'humain et le sexe. Alors cette thèse, c'est la thèse borroméenne du ne-dire. Elle procède, il faut le souligner, par à-coups, par examen de plans d'existence où l'on peut successivement situer Beckett, tout en faisant place finalement à l'indécidable de 2 thèses, indécidable qui, il faut bien le dire, est bien dans la veine de Sam Beckett, l'énigme. Bon. Alors, donc, bon, il y a de l'indécidable, mais ce qui par contre m'a semblé avéré, c'est la mise en fonction du hiatus dans l'écriture. Cette promotion du hiatus, Cap-au-Pire en est le plus bel aboutissement. Hiatus savamment produit, d'une précision horlogère. Ça, c'est pour la couverture du livre de Dominique. Hiatus toujours obscurcissant, désobscurcissant, comme vos gravures, Marie, dans votre livre. De Vicky. C'est les Vicky. De Vicky. Ah, je crois que c'était. J'ai pas fait. C'est les gravures de Vicky, d'accord. Ou encore comme le travail photographique de Liéoline, qui a toujours l'amabilité de m'envoyer un cliché qui obscurcit des obscurcis. Donc voilà, le hiatus, c'est un peu de cet ordre-là chez Beckett. Donc ce hiatus, il prend pied sur un irrationnel, une incommensurabilité mathématique. Beckett dit que c'est un sujet sans nombre et sans personne, objet lacanien et par lettres, dont il n'est plus qu'à produire d'une geste artistique les contours poétiques. Lacan, vous en souvenez, avait écrit en 1929 ce poème de jeunesse qui s'appelle Hiatus Irrationalis, très proche de la préoccupation beckettienne pour l'inconscient. Alors l'inconscient, Beckett, il le renomme. Il le renomme dans ses myrmitonnades, il le renomme finalement flux-cause, qui est une belle définition de l'inconscient.
et qui fait aussi la part à la libido, qu'on sait aussi affublé par Beckett d'un anagramme miroir, puisqu'il l'appelle Obiquil. Alors, je reviens à mes thèses, après avoir parlé un peu du hiatus. Je développe tout d'abord l'hypothèse de la mélancolie clinique chez Beckett, laquelle consiste dans un nœud borroméen régressif à deux, où imaginaire et réel sont indistincts et couplés au rendu symbolique. Et j'essaie à partir de là, l'hypothèse de départ, c'est à partir de là de considérer quelle a été l'issue trouvée par le projet d'artiste, et ce, dès la lettre allemande de 1933. J'en viens à faire l'hypothèse que Beckett a pu produire un nœud à 4, à partir de ce nœud à 2 mélancolique, et je conjecture qu'il a produit donc un nœud symptomatique prenantier sur le hiatus. Et effectivement, si on faisait disparaître Joyce de Lacan, je ne vois pas lui dire ça. Je n'ai pas entendu la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le soulignait Dominique, si on enlevait les références, la référence joycienne chez Lacan, j'aurais pas pu dire ça. Alors, donc ce nœud, je suppose qu'il prend pied sur l'hiatus, et c'est pour ça d'ailleurs que je le nomme nœud symptôme hiatique. C'est donc une fonction d'existence nouée à l'écriture du hiatus, à l'écriture de la césure. Voilà, je fais une brève remarque avant de continuer mon propos, parce que le hiatus m'y invite. Je dirais que Beckett, c'est quand même l'homme du battement signifiant qui donne plus qu'aucun autre à entendre, et auquel la pratique du hiatus est enchâssée. Mais de là, on ne peut qu'en conclure une chose, c'est la conséquence à laquelle il nous mène de son pas décidé. Beckett, l'homme du battement, donne sur Beckett le battement de l'homme. Voilà ce que tient le hiatus et le nœud qui l'en produit. Alors voilà, j'avais écrit tout ça, et puis en vue du dernier labo qui avait eu lieu à Bavenot en 2019, je me suis à nouveau penché sur cette hypothèse que j'avais formulée, et puis je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Voilà. Enfin, j'avais utilisé un nœud de Lacan de 1977 en le faisant équivaloir à celui de la mélancolie. Alors c'était une belle erreur de lecture, finalement, comme si je n'avais pas pu se compter jusqu'à 7, c'est-à-dire le nombre de passages dessus-dessous des nœuds. Bref, une erreur de lecture, mais qui m'a propulsé vers une autre thèse. C'est donc l'indécidable de ces deux thèses, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça m'a propulsé vers une autre thèse où le hiatus reste tout aussi central, mais où il ne s'agirait plus de faire un nœud symptomatique en creusant le nœud mélancolique, en l'évidant, en divisant chacun de ses ronds, c'est-à-dire en trouvant l'empire du signifiant par le hiatus, mais en considérant que l'œuvre de Beckett pourrait aussi être considérée en soi comme une emboroménalisation, un cernage de ce qu'on appelle dans la théorie Gilles Grand Tabaret, c'est-à-dire le vide, pour en parler aussi tout à l'heure, Milioli. Un cernage comme ça, en traquant la langue et en traquant sa trame poreuse. Ce vrai trou de la structure, là en puissance de départ, est cernable par l'écriture, seulement à partir de cette trame que Beckett envisage comme poreuse. Donc la thèse se décale donc de l'hypothèse mélancolique et va vers une modalité de départ atypique, tout aussi atypique que les celles de Joyce. Alors, je vais un petit peu plus loin ensuite, j'essaie d'interroger des choses autour de ce que Lacan a produit sur la fin de son enseignement, à partir de Beckett, là, et en particulier sur la thèse, l'hypothèse du nœud borroméen généralisé, qui me semble une particulière fécondité concernant la fonction du dire. Ce fameux nœud là, très, très bizarre qui se dénoue sans coupure, je considère à la fin que c'est une topologisation nouvelle du dire, après celle que Lacan a développée dans l'étourdi. C'est un nœud qui peut se dénouer de lui-même, et qu'il se dénoue et puisse se renouer nous amène à considérer l'irréductible du dire.
Alors je ne détaille pas, je détaille un peu plus quand même dans mon texte, mais évidemment, il y a un dire singulier qui se dégage chez Beckett, mais évidemment, pour que ça se dégage, c'est déjà pas du tout cuit, et ce n'est pas du une fois pour toutes. Là, pour le coup, on serait cuit, justement. Il reste toujours à le réinventer et à en retrouver la corde. Ça fait au fond le sel de la vie. Et ça, c'est une chose que nous apprend Beckett. On peut toujours gagner à partir d'un dire, d'une novation de ce dire, et j'en appelle à la fin de mon travail à l'ensemble des varias qu'il a exploités. On peut gagner quelques menus millimètres sur le réel. Ce dont on ne peut parler, faut-il le taire? Non, on peut aussi le montrer par le théâtre d'abord, puis par le média visuel, et le donner enfin à entendre par le musical. Il s'agit donc de continuer, même si l'on ne peut pas, mais cela veut déjà dire que l'on a pris la mesure justement du réel du dire, et que l'on met en acte le réel existentiel de ce dire. Enfin, pour finir, parce que je n'en tiens pas qu'à Beckett, j'ai proposé une mise en perspective de la solution beckettienne, avec la tragique impossibilité d'Alejandra Pizarnik d'en élaborer une qui tienne, et avec celle de son ami Sioran, solution qui est d'une toute autre facture, centrée sur la promotion d'un ego, d'un nom qu'il revendique comme mode exact d'effondrement. Je propose qu'il s'agit chez Sioran d'un pire de l'ego joycien, par lequel l'abjection, dont regorge l'acide pensée suralienne, se résout en égo d'objection. Voilà, donc je vous ai présenté la thèse qui constitue le tiers central du livre. C'est la thèse Saint-Homme, une sorte de lest, de point d'orgue des deux autres tiers. Le premier que j'ai nommé Non, et, avec un M, et le troisième que j'ai nommé L'Homme. Ce troisième pan vient dans le fil de ma proposition borroméenne alternative. Il en est, pour ainsi dire, propulsé, et il concerne la question de l'humain et de l'atomisme signifiant, du dire noué au pire et au rire, et à l'écrire, et enfin la question du sexe chez Beckett, à partir de cette magnifique prose qui est le dépeupleur. Voilà. Je vais m'arrêter là. Imagine si ceci, un jour, ceci, un beau jour. Imagine si un jour, un beau jour, ceci cessait. Imagine. Cela me permet par surcroît de savoir quand débuta cet irréel voyage pénultième d'une forme pâlissante entre formes pâlissantes, et que je déclare sans autre forme de procès avoir débuté dans la 2e ou 3e semaine de juin, au moment, c'est-à-dire pénible entre tous, ou sur ce qu'on appelle notre hémisphère, l'acharnement du soleil atteint son maximum et que la clarté arctique vient pisser sur nos minuits. C'est alors que les râles se font entendre. Ma mère me voyait volontiers, c'est-à-dire qu'elle me recevait volontiers, car il y avait belle lurette qu'elle ne voyait plus rien. Je m'efforcerai d'en parler avec calme. Nous étions si vieux, elle et moi. Elle m'avait eu si jeune que cela faisait comme un couple de vieux compères, sans sexe, sans parenté, avec les mêmes souvenirs, les mêmes rancunes, la même expectative. Elle ne m'appelait jamais fils. D'ailleurs, je ne l'aurais pas supporté, mais Dan. Je ne sais pourquoi, je ne m'appelle pas Dan.
Dan était peut-être le nom de mon père. Oui, elle me prenait peut-être pour mon père. Moi, je la prenais pour ma mère, et elle me prenait pour mon père. Dan, tu te rappelles le jour où j'ai sauvé l'hirondelle? Dan, tu te rappelles le jour où tu as enterré la bague? Voilà de quelle façon elle me parlait. Je me rappelais, je veux dire que je savais à peu près de quoi elle parlait, et si je n'avais pas toujours participé personnellement aux incidents qu'elle évoquait, c'était tout comme. Moi, je l'appelais Mag, quand je devais lui donner un nom. Et si je l'appelais Mag, c'était qu'à mon idée, sans que j'eusse su dire pourquoi, la lettre G abolissait la syllabe ma, et pour ainsi dire crachait dessus, mieux que toute autre lettre ne l'aurait fait. Et en même temps, je satisfaisais un besoin profond et sans doute inavoué, celui d'avoir une ma, c'est-à-dire une maman, et de l'annoncer à haute voix. Car avant de dire Mag, on dit ma, c'est forcé. Et da, dans ma région, veut dire papa. D'ailleurs, pour moi, la question ne se posait pas à l'époque où je suis en train de me faufiler. Je veux dire la question de l'appeler Mag, ou la comtesse Caca, car il y avait une éternité qu'elle était sourde comme un pot. Je crois qu'elle faisait sous elle et sa grande et sa petite commission. Mais une sorte de pudeur nous faisait éviter ce sujet au cours de nos entretiens, et je ne pus jamais en acquérir la certitude. Du reste, cela devait être bien peu de choses, quelques crottes de bique parcimonieusement arrosées tous les 2 ou 3 jours. La chambre sentait l'ammoniac. Oh, pas que l'ammoniac, mais l'ammoniac. L'ammoniac. Elle savait que c'était moi à mon odeur. Son vieux visage parcheminé et poilu s'allumait. Elle était contente de me sentir. Elle articulait mal dans un fracas de râtelier et la plupart du temps ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait. Tout autre que moi se serait perdu dans ce babil cliquetant qui ne devait s'arrêter que pendant ces courts instants d'inconscience. D'ailleurs, je ne venais pas pour l'écouter. Je me mettais en communication avec elle en lui tapotant le crâne. Un coup signifiait oui, 2, non, 3, je ne sais pas, 4, argent, 5, adieu. J'avais eu du mal à dresser à ce code son entendement ruiné et délirant, mais j'y étais arrivé. Qu'elle confondit oui, non, je ne sais pas et adieu, cela m'était indifférent, je les confondais moi-même. Mais qu'elle associa les 4 coups avec autre chose qu'avec l'argent, voilà ce à quoi il fallait obvier à tout prix. Pendant la période de dressage, donc, en même temps que je lui frappais les 4 coups sur le crâne, je lui fourrais un billet de banque sous le nez ou dans la bouche. Petit naïf que j'étais. Car elle semblait avoir perdu sinon la notion de la mensuration absolument, tout au moins la faculté de compter au-delà de 2. Il y avait trop loin pour elle, comprenez-vous, de 1 à 4. Arrivée au 4e coup, elle se croyait seulement au 2e, les 2 premiers s'étant effacés de sa mémoire aussi complètement que s'ils n'avaient jamais été ressentis, quoique je ne vois pas très bien comment une chose jamais ressentie peut s'effacer de la mémoire, et cependant cela arrive couramment. Elle devait croire que je lui disais tout le temps non, alors que rien n'était plus loin de mes intentions. Éclairé par ces raisonnements, je cherchais et finis par trouver un moyen plus efficace pour insérer dans son esprit l'idée d'argent. Il consistait à substituer aux 4 coups de mon index, un ou plusieurs, selon mes besoins, coups de poing sur son crâne.
Ça, elle le comprenait. D'ailleurs, je ne venais pas pour l'argent. Je lui en prenais, mais je ne venais pas pour cela. Je ne lui en veux pas trop à ma mère. Je sais qu'elle fit tout pour ne pas m'avoir, sauf évidemment le principal. Et si elle ne réussit jamais à me décrocher, c'est que le destin me réservait à une autre fosse que celle d'aisance. Mais l'intention était bonne et cela me suffit. Non, cela ne me suffit pas, mais je lui en tiens compte à ma mère des efforts qu'elle fit pour moi. Et je lui pardonne de m'avoir un peu secoué dans les premiers mois et d'avoir gâté la seule période à peu près potable de mon énorme histoire. Et je lui tiens compte également de ne pas avoir recommencé, instruite par mon exemple, ou de s'être arrêtée à temps. Et si je dois chercher un jour un sens à ma vie, on ne sait jamais. C'est de ce côté-là que je gratterai d'abord. Du côté de cette pauvre putain unipare et de moi, dernier de mon engeance, je me demande laquelle. J'ajoute, avant d'en venir aux fêtes, car on dirait vraiment des fêtes de ce distant après-midi d'été, qu'avec cette vieille femme sourde, aveugle, impotente et folle, qui m'appelait Dan et que j'appelais Mag, et avec elle seule, Non. Je ne peux pas le dire. C'est-à-dire que je pourrais le dire, mais je ne le dirai pas. Oui, il me serait facile de le dire, car ça ne serait pas vrai. Que voyais-je d'elle? Une tête toujours. Quelquefois les mains, rarement les bras, une tête toujours. Voilée de poils, de rides, de saleté, de bave. Une tête qui obscurcissait l'air. Non pas qu'il importe de voir, mais c'est un petit commencement. C'est moi qui prenais la clé sous l'oreiller, qui prenait l'argent dans le tiroir, qui remettait la clé sous l'oreiller, mais je ne venais pas pour l'argent. Je crois qu'il y avait une femme qui venait chaque semaine. Une fois, j'y posais mes lèvres, vaguement, précipitamment, sur cette petite poire grisâtre et ratatinée. Poire. Cela lui fit-il plaisir? Je ne sais pas. Son caquetage s'arrêta un instant, puis reprit. Elle dut se demander ce qui lui arrivait. Elle se dit peut-être « poire ». Je sentis une odeur terrible. Cela devait venir des intestins. Parfum d'antiquité. Oh, je ne la critique pas, moi non plus, je ne fleure pas l'Arabie. Décrirai-je la chambre? Non. J'en aurai l'occasion peut-être plus tard quand j'y chercherai asile, à bout d'expédient, toute honte bue, la queue dans le rectum, qui sait. Bon, maintenant qu'on sait où l'on va, allons-y. Il est si bon de savoir où l'on va dans les premiers temps. Ça vous enlève presque l'envie d'y aller. Et pour finir, comment dire? Folie. Folie que de... Comment dire? Folie que de ce... Depuis... Folie depuis ce... Donner. Folie donner ce que de... Vu. Folie vu ce... Comment dire? Ceci. Ceci. Ceci-ci.
Tous ceci, folie donnée, tout ce vu. Folie vue, tout ceci que de, comment dire, voir, entrevoir, croire, entrevoir, vouloir croire, entrevoir, folie que de vouloir croire, entrevoir quoi? Quoi? Comment dire? Et où? Que de vouloir croire, entrevoir quoi? Où? Où? Comment dire? Là. Là-bas. Loin. Loin, là, là-bas. À peine. Loin, là, là-bas. À peine quoi? Quoi? Comment dire? Vu tout ceci, folie que de voir quoi? Entrevoir, croire, entrevoir, vouloir croire, entrevoir, loin, là, là-bas, à peine quoi? Folie que dit vouloir croire, entrevoir quoi? Quoi? Comment dire? Comment dire? Je vous remercie. Et comme dirait Claude en fin de partie, que j'ai répété pour Avignon, je vous quitte, j'ai affaire. Et si je ne tue pas ce rat, il finira par mourir aussi. Au Théâtre 14, la dernière bande, mise en scène par Jacques Osinski. Toujours, voilà. Exact. Merci. Bon, bah, bonne continuation. D'accord. Ouais, Jean. Dominique, dis-moi. Ça veut dire un mot. Ah. Vas-y. Marie-Jessique, Marie-Jessique tout à l'heure posait la question comment se fait-il que nous continuions à lire Beckett et moi j'ai envie de dire mais non, c'est pas ça. On s'y intéresse, on continue à s'y intéresser et j'ai envie de poser la question comment se fait-il que des comédiens aient envie de le lire et de le jouer? Alors, à cet égard, il est en train de partir, c'est très bien, je vais lire un petit passage d'un texte remarquablement écrit, dans lequel Denis Lavant parle de son travail, qui n'est pas un travail autour de Beckett, c'est un travail qu'il partage avec un autre comédien, un partenaire qui vient du cirque. Je voudrais lire le passage où il parle de sa partie à lui. Si je retrouve la page, c'est ce qu'on avait dit. D'une part, cette quête d'une issue pour le langage humain tel que je m'y suis astreint. C'est Denis Lavant qui écrit. Représente à elle seule la conquête de tout un hémisphère pour celui qui, comme moi, vient du geste et du silence, ou plutôt de ce qu'il y a d'imprononçable pour la pensée. Et le langage, quel que soit le sens dans lequel on l'envisage, et quel que soit l'amour qu'on lui consacre, demeure un mystère et un questionnement infini dont la réponse se répercute en devinettes ou en oracles insondables. Cette parole humaine qui a traversé les siècles, tour à tour divisée, réunifiée, unique et pourtant multiple, expression sage ou sauvage, bavardage futile ou ultime nécessité, entité indomptable ou jamais absolument maîtrisée, car seul outil à la mesure de la vulnérabilité et de l'impérieux désir de liberté enclos dans la bête humaine,
représente un iceberg effarant dont la mince partie émergée ne constitue que le minimum de sens qui affleure dans notre parole quotidienne. Quand la poésie, elle, s'efforce dans tous les sens de témoigner pour ses tréfonds. Et je crois que c'est ça le phénomène, l'effet Lacan, cette question adressée au langage et cette recherche qui fait que nous pouvons entrer en résonance avec ces auteurs.